Bonjour, l'histoire d'aujourd'hui vient du livre de Clarissa Pinkola, Les femmes qui courent avec les loups, et elle s'appelle Peau de phoque, peau d'âme. Avant de commencer l'histoire, Clarissa nous dit: on raconte dans le monde entier des histoires d'animaux qui ont une parenté mystérieuse avec les humains, car ils représentent un archétype, un élément universel de connaissance de l'âme. Parfois, les contes de fées, les contes populaires naissent de l'esprit d'un lieu. Celui-ci est répandu dans les froides régions nordiques, dans tous les pays où la mer ou l'océan sont gelés. Il en existe des versions chez les Celtes, les Écossais, parmi les tribus du nord-ouest américain, en Islande et en Sibérie. On l'appelle généralement la jeune fille phoque ou Selkie-o Pamraouk, petit phoque ou chair de phoque. Cette version est celle que je raconte en public. Je l'ai intitulée Peau de phoque, peau d'âme, et c'est une histoire qui nous dit d'où nous venons vraiment, de quoi nous sommes faites. Elle nous enseigne que nous devons toutes régulièrement nous servir de notre instinct et retrouver le chemin qui mène chez soi. Peau de phoque, peau d'âme. En un temps qui fut, qui est maintenant à jamais disparu et bientôt sera de retour, les jours de ciel blanc, les jours de neige blanche se succèdent. Et les petits points noirs qu'on aperçoit au loin sont des êtres humains, des ours ou des chiens. Ici, rien ne pousse pour rien. Le vent souffle avec une telle violence que les gens ont fini par mettre exprès de biais leurs parkas et leurs mameleks, leurs bottes. Ici, les paroles gèlent en l'air, et l'on doit casser les phrases entières à la sortie des lèvres de celui qui parle et les faire fondre auprès du feu pour savoir ce qu'il a dit. Ici, les gens vivent dans l'abondante chevelure de grand-mère Anoulouk, la vieille sorcière qui est la terre en personne. Et c'est là, sur ce sol, que vivait un homme. Un homme si seul qu'au fil des ans, les larmes avaient creusé 2 abîmes sur ses joues. Il essayait de sourire, d'être heureux. Il chassait, posait des pièges et son sommeil était bon. Mais il éprouvait le besoin d'une compagnie humaine. Parfois, quand un phoque approchait de son kayak, il se rappelait ces histoires qui disaient qu'autrefois les phoques étaient des êtres humains et que leurs yeux, seul souvenir de cette époque, étaient encore capables de reproduire ces regards-là, ces regards sauvages, sages et aimants. Alors, il lui arrivait de ressentir sa solitude, de façon si poignante que les larmes ruisselaient au long de ses crevasses. Un soir, il chassa après la tombée de la nuit, mais il était toujours bredouille. La lune montait dans le ciel et illuminait la banquise lorsqu'il arriva en vue d'un rocher qui se dressait sur la mer. Son œil exercé put distinguer un mouvement des plus gracieux. Il s'approcha doucement en pagayant et là, sur ce majestueux rocher, dansait un groupe de femmes nues comme au jour de leur naissance. Bon, c'était un homme seul qui n'avait d'amis humains que dans son souvenir, et il resta à les regarder. Les femmes semblaient faites de lait de la lune, et sur leur peau brillaient de petites taches d'argent pareilles à celles des saumons au printemps. Leurs pieds et leurs mains étaient longs et très gracieux. Elles étaient si belles que l'homme resta cloué de stupeur dans son bateau, tandis que l'eau venait battre la coque et le rapprochait du rocher. Il entendait les rires de ces femmes superbes, du moins lui semblait-il qu'elles riaient, à moins que ce ne fût le rire de l'eau contre la paroi du rocher. L'homme ébloui ne savait que penser. Mais la solitude qui pesait sur sa poitrine comme une dépouille humide disparut soudain, et presque sans savoir ce qu'il faisait, il bondit sur le rocher et déroba l'une des peaux de phoque qui se trouvait là. Il se dissimula derrière un affleurement et la fourra dans sa kingouk, sa parka. Bientôt il entendit l'une des femmes crier quelque chose d'une voix qui était la plus belle qu'il eût jamais entendue, un peu comme le chant des baleines au lever du jour, ou plutôt, non, c'était comme les louveteaux qui jouent au printemps, ou plutôt, non, c'était mieux que ça.
Mais cela n'avait pas d'importance parce que... Ah, maintenant, que faisaient les femmes? Eh bien, elles revêtaient leur peau de phoque et une par une les femmes phoques se glissaient dans la mer avec des petits cris de joie. Toutes, sauf une, la plus grande, qui cherchait partout sa peau de phoque. En vain. Quelque chose, il ne savait quoi, encouragea l'homme. Il quitta l'abri du rocher et lança « Femme, sois mon épouse. Je suis un homme seul, si seul. » « Je ne peux être une épouse, répondit-elle, car je suis de celles qui vivent Temek Vanek, en dessous. » L'homme insista. « Sois mon épouse, répéta-t-il. Dans cet été, je te rendrai ta peau de phoque, et là, tu pourras partir ou rester comme tu voudras. » La jeune fille phoque lui lança un long regard qui avait tout d'humain. Elle dit à regret « Je viens avec toi, et dans cet été, il en sera décidé. » Ils eurent un enfant qu'ils appelèrent Oruk. C'était un enfant souple et grassouillet. En hiver, sa mère lui racontait des histoires sur les créatures qui vivent sous la mer, tandis qu'avec son long couteau, son père découpait un ours ou un loup en petits morceaux. Quand sa mère portait l'enfant pour le mettre au lit, elle lui montrait les nuages qu'on apercevait sur le conduit de fumée. Elle lui décrivait les formes qu'il prenait, sauf qu'au lieu de les comparer aux corbeaux, à l'ours et au loup, elle lui parlait des morses, des baleines, des phoques et des saumons, car elle ne connaissait pas d'autres animaux. Mais le temps passant, sa peau vint à se dessécher, desquama, puis se craquela. Ses paupières pelèrent, ses cheveux commencèrent à tomber. Elle devint nalouac, d'une pâleur mortelle. Elle perdit de ses rondeurs et tenta de dissimuler qu'elle boitait. Chaque jour, sans qu'elle le veuille, son regard devenait de plus en plus terne. Elle se mit à tendre les mains devant elle pour trouver son chemin, car sa vue s'obscurissait. Il en alla ainsi jusqu'à ce qu'un soir, l'enfant Oruk fut réveillé par des cris et se dressa sur sa couche de peau de bête. Il entendit un rugissement d'ours. C'était son père qui réprimandait sa mère. Il entendit des pleurs semblables à un tintement d'argent sur de la pierre. C'était sa mère. « Tu as caché ma peau de phoque il y a 7 longues années, et maintenant le 8e hiver arrive. Je veux qu'on me rende ce dont je suis faite, gémissait la femme phoque. Et toi, femme, si je te la rends, tu me quitteras, grondait son mari. Je ne sais pas ce que je ferai. Tout ce que je sais, c'est que je dois avoir ce à quoi j'appartiens. Tu me laisseras alors sans épouse, et l'enfant sera sans mère. Tu es mauvaise. » Sur ces mots, l'époux rejeta brutalement de côté la portière de cuir et disparut dans la nuit. L'enfant aimait énormément sa mère. Il eut peur de la perdre et pleura longuement. Il finit par s'endormir avant d'être réveillé par le vent. Un vent étrange qui semblait l'appeler. « Oruk, Oruk !» Il quitta son lit si vite qu'il mit sa parka à l'envers et enfila à moitié ses mouklouks. Il entendait toujours son nom. Il se précipita comme un fou dans la nuit semée d'étoiles. « Oruk !» L'enfant courut jusqu'à la falaise qui surplombait la mer, et là, loin sur la mer agitée, il y avait un énorme phoque argenté avec une grosse tête, des moustaches qui tombaient sur sa poitrine et des yeux d'un jaune profond. « Oruk !» L'enfant dégringola la falaise et buta tout en bas sur une pierre, non, sur un ballot, qui avait roulé d'une faille dans le rocher. Les cheveux du petit garçon fouettaient son visage comme des milliers de lanières de glace. « Oruk !» L'enfant déroula le ballot et le secoua. C'était la peau de phoque de sa mère. Il pouvait sentir son odeur. Il porta la peau à son visage et respira son odeur. Et pendant qu'il faisait ça, l'âme de sa mère le traversa comme un vent d'été soudain. Il poussa un « oh !» de douleur et de joie à la fois et porta de nouveau la peau à son visage. Et de nouveau l'âme de sa mère le traversa. « Oh !» cria-t-il encore, car l'amour infini de sa mère le remplissait. Là-bas, le vieux phoque d'argent s'enfonçait lentement sous la surface. Le petit garçon escalada la falaise et rentra chez lui en courant, la peau de phoque
volant derrière lui. Il se laissa tomber au sol. Sa mère les releva, lui et la peau de phoque, fermant les yeux de gratitude car l'un et l'autre étaient saufs. Elle enfila sa peau de phoque. « Oh non, maman !» s'écria l'enfant. Elle prit l'enfant, le mit sous son bras, et mi-courant, mi-trébuchant, se précipita vers la mère rugissante. « Maman, non, ne me laisse pas !» cria Aurouk. Et il était visible qu'elle voulait rester avec son enfant. Oui, elle le voulait, mais quelque chose de plus ancien que lui, de plus ancien qu'elle, de plus ancien que le temps l'appelait. « Non, non, maman !» suppliait le petit garçon. Elle se tourna vers lui, et ses yeux étaient emplis d'un amour terrible. Elle prit le visage de l'enfant entre ses mains et lui insuffla sa douce respiration dans les poumons, une fois, 2 fois, 3 fois. Puis, en le tenant comme un précieux ballot sous son bras, elle plongea sous la mer et s'y enfonça de plus en plus profondément. Et la femme phoque et son enfant respiraient parfaitement sous l'eau. Ils nagèrent ainsi jusqu'à ce qu'ils parviennent au havre sous-marin des phoques où dînaient et chantaient, dansaient et parlaient toutes sortes d'animaux. Là, le grand phoque qui avait appelé Aurouk depuis la mer, dans la nuit, étreignit l'enfant et l'appela son petit-fils. « Comment vont les choses là-haut, ma fille ?» demanda le majestueux phoque d'argent. La femme phoque détourna les yeux. « J'ai blessé un humain, père, un humain qui a tout donné pour m'avoir. Mais je ne peux retourner auprès de lui car j'y serai prisonnière. »« Et le garçon, mon petit-fils ?» interrogea le vieux phoque d'une voix tremblante de fierté. « Il doit partir, père. Il ne peut rester car son temps parmi nous n'est pas encore venu. » Ainsi les jours et les nuits passèrent, 7 pour être exact, au cours desquels la femme retrouva son lustre, sa belle couleur sombre. Elle eut de nouveau une bonne vue et redevint bien en chair. Elle nageait sans être handicapée, et vint le temps de ramener l'enfant à terre. Cette nuit-là, son vieux grand-père phoque et sa mère magnifique le prirent entre eux et nagèrent vers le monde du dessus. Là, ils déposèrent doucement Aurouk sur les rochers du rivage, dans la clarté de la lune. Sa mère promit « Je serai toujours avec toi. Il te suffira de toucher ce que j'ai touché, le petit bois pour allumer le feu, mon houlou, mon couteau, mes sculptures de phoque et d'otaries en pierre que je soufflerai dans tes poumons, un vent pour que tu chantes tes chants. » Après avoir maintes fois embrassé l'enfant, le vieux phoque et sa fille s'arrachèrent à lui et le laissèrent glisser dans la mer. Puis, avec un dernier regard, ils plongèrent sous la surface. Et parce que son temps n'était pas encore venu, Aurouk resta. Le temps passa. Il grandit et devint un superbe joueur de tambour, un merveilleux chanteur et conteur. On racontait qu'il était ainsi parce qu'enfant, il avait été emmené dans la mer par des grands esprits de phoques et il avait survécu. Maintenant, on peut encore le voir dans les brumes grises du matin. Après avoir attaché son kayak, il s'agenouille sur un certain rocher sur la mer et semble parler à un certain phoque, une femelle qui vient souvent près du rivage. Beaucoup ont essayé de s'en emparer, mais ils n'ont jamais réussi. On la connaît sous le nom de Tankikak, la brillante, la sacrée, et l'on dit qu'elle a beau être un phoque, ses yeux sont capables de reproduire ses regards humains, ses regards sauvages, sages et aimants. J'espère que cette histoire vous a plu. Je vous souhaite une belle journée.